Bonsoir et bienvenue à cette première conférence du Crash, une conférence qui se passe comme tous les événements publics en ce moment dans des conditions particulières puisque le public est très clairsemé et que la plupart de l'audience est en streaming. Je précise que nous respectons les conditions sanitaires, la distanciation physique, et si nous sommes à visage découvert, ça n'est pas une protestation anti-masque, mais c'est parce que, d'une part, la clarté du son est importante dans ces conditions et que, par ailleurs, évidemment, la distance physique est suffisante pour permettre de se dispenser de masque. Donc, ne voyons pas de protestation dans cette absence de masque. Cette conférence est intitulée « Les essais cliniques entre science et intérêts financiers et académiques ». Les intérêts financiers ne sont en effet pas nécessairement les seuls à être impliqués dans la question des essais cliniques. Et le point de départ de celle-ci, ça a été le Lancet Gate. Vous vous en souvenez sans doute, en mai dernier, le Lancet publiait un article issu d'une étude américaine concernant l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Alors même si la conclusion de cet article était juste, en effet l'hydroxychloroquine on a démontré son absence d'intérêt, la méthode utilisée pour parvenir à ce résultat était plus que douteuse. Je n'y reviens pas, je rappelle simplement que c'est dans le Lancet que cette étude était parue et que les suites, on le sait, l'article a été retiré du site du Lancet. Les suites ont donné lieu à ce qu'on a appelé le Lancet Gate, puisque l'une des plus prestigieuses revues médicales était mise en cause pour absence de sérieux, absence de vérification. Mais s'il n'y avait que cette affaire-là, ça ne mériterait pas qu'on s'y intéresse. En effet, le Covid a donné lieu à des dizaines de milliers, je crois 47 000 publications dites scientifiques en l'espace de 3 mois. Et on se doute bien que pour 47 000 publications en 3 mois, on n'a pas les réviseurs, les reviewers dont on a besoin pour tester la qualité d'un article. Donc dans cet emballement, il n'y a rien d'étonnant à ce que n'importe quoi ait pu être publié. Et en l'occurrence, cet article, c'était vraiment la nullité incarnée, une nullité intéressée naturellement, mais d'abord une nullité. En revanche, il renvoie à des questions extrêmement sérieuses, et je pense en particulier à 2 articles qui sont parus, alors il y a déjà longtemps de cela, l'un sous la forme d'un éditorial dans PLOS Medicine en 2009, dans lequel il était affirmé que les laboratoires, les compagnies pharmaceutiques contrôlaient désormais l'intégralité de la chaîne d'évaluation du médicament, c'est-à-dire depuis la mise à l'essai des tests, le contrôle des essais cliniques randomisés, jusqu'à la rédaction des résultats de ceux-ci, au moyen de rédacteurs scientifiques employés par des compagnies spécialisées détenues par les labos, rédacteurs scientifiques qui étaient en fait anonymes, puisque les articles désormais sont signés par des médecins universitaires dont le statut académique garantit en quelque sorte la qualité du papier, alors même qu'ils n'étaient impliqués en aucune façon dans l'étude et la rédaction concernant cette étude. C'est dans PLOS Medicine que cet article est paru, et c'était un article long et détaillé, par une brève mettant en question fugitivement les essais randomisés. Pourtant, à ma connaissance, mais peut-être que Pierre a une autre vue là-dessus, mais à ma connaissance, il n'a pas fait beaucoup de bruit, en tout cas pas suffisamment pour que, personnellement, m'intéressant tout de même d'un peu loin, mais tout de même m'intéressant de façon continue à ces questions, j'en ai eu l'écho. Un autre article publié par une non moins prestigieuse revue, le British Medical Journal, toujours en 2009, année faste pour la critique des labos, si j'ose dire, montrait l'importance des conflits d'intérêts à l'OMS, cette fois-ci, à tous les étages, c'est-à-dire dans tous les lieux
concernant la réaction de l'OMS à l'épidémie de grippe H1N1 de 2009. Et notamment ce qui concernait l'intérêt du Tamiflu et du vaccin. Le Tamiflu, dont l'efficacité a été prouvée par le laboratoire qui le fabrique, puisque c'est lui qui a procédé à l'évaluation. Et le British Medical Journal, au terme d'une longue enquête, 3 journalistes pendant plusieurs mois, peu de journaux peuvent s'offrir une telle investigation, bien, au terme de cette longue enquête, avait conclu à la présence de conflits d'intérêts dans pratiquement toutes les commissions de l'OMS et aussi de l'Union européenne, si je me souviens bien, qui avait donc décidé de l'urgence de la vaccination et de la prescription du Tamiflu, alors même que d'ailleurs le BMJ produisait un article dans lequel il était démontré que le Tamiflu ne présentait pas plus d'intérêt pour la grippe H1N1 que l'hydroxychloroquine pour le Covid-19. Donc il n'y a rien de nouveau, au contraire, il y a une situation déjà très largement installée, et c'est de cette situation donc que nous souhaitons parler, nous, en tant qu'organisation médicale, à l'affût des nouveautés, des innovations thérapeutiques qui peuvent nous servir dans notre travail quotidien. Nous sommes au premier chef intéressés par la question de l'efficacité et des effets secondaires des médicaments, efficacité et effets secondaires dont la réalité maintenant est questionnable du fait de l'emprise des producteurs sur leur production, plus exactement sur l'évaluation de leur production. Alors pour en parler, nous nous sommes adressés à Pierre Chirac. Pierre Chirac que nombre d'entre nous connaissent, du moins ceux qui sont à MSF depuis plusieurs années, car il a été l'un des acteurs importants de l'Access Campaign, de la CAM. Il a été un conseiller pendant plus d'une dizaine d'années de la CAM, dans les années 2000. Il est pharmacien, pharmacologue et rédacteur de la revue Prescrire depuis, là aussi, de longues années. Alors j'avais mis au départ dans la présentation directeur de la publication de Prescrire, mais Pierre m'a corrigé. Il a voulu que ce soit rédacteur, mais tu es quand même également directeur de la publication de Prescrire. Voilà, donc ça n'est pas n'importe qui que nous allons écouter. C'est un grand connaisseur. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que la revue Prescrire est la seule revue d'évaluation des thérapeutiques qui soit totalement indépendante de tout financement de laboratoire, ne bénéficiant ni de publicité, ni de subventions d'un ordre quelconque, mais vivant entièrement de ces abonnements. Voilà, alors je lance Pierre Chirac avec une première question. Quel crédit peut-on, une première question très générale, très englobante, quel crédit peut-on apporter aux essais thérapeutiques contemporains, sachant que c'est théoriquement une méthodologie d'évaluation qui est censée être débarrassée de toute considération subjective ou qui est censée être la plus scientifique possible. Et peut-être dans ton exposé, serait-il intéressant de t'entendre sur l'évolution de cette crédibilité, parce qu'il me semble que les problèmes que nous constatons aujourd'hui n'ont pas toujours existé et qu'ils sont en rapport avec des transformations profondes de l'économie de la production pharmaceutique en général, sur laquelle je pense qu'il serait intéressant de t'entendre également. Voilà Pierre, donc on a convenu que Pierre parlerait environ une trentaine de minutes. Éventuellement, si j'ai un problème de compréhension, je n'hésiterai pas à demander un éclaircissement. À la suite de quoi, eh bien, la discussion sera ouverte, évidemment, aux participants physiquement présents, mais également par chat, par Vimeo, pour ceux qui suivent la conférence en streaming. Merci Ronnie. Je suis très content d'être là, effectivement, à MSF, parce que j'y ai beaucoup d'amis et ça a été un moment vraiment important de ma vie professionnelle et de ma vie tout court, de participer à la CAM et de travailler à MSF. Ça avait beaucoup de sens et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai arrêté simplement parce que j'avais plus le temps par rapport au travail que je faisais à Prescrire. Alors, je ne suis pas pharmacologue. Prescrire, on est une centaine de médecins et de pharmaciens.
Et il y a des pharmacologues, mais je ne suis pas pharmacologue. Et il n'y a plus de pharmacologues en France, ils ne sont plus formés. Et ça fait partie des particularités négatives de la France dans ce domaine de la médecine. C'est qu'il y a certains domaines de la médecine où les Français sont bons, voire très bons, mais dans le domaine du médicament, on est plutôt très mauvais. Et actuellement, on le prouve largement. Pas la peine de donner de nom, mais vous voyez de qui je veux parler. Et en fait, ils sont plusieurs, c'est d'autant plus problématique. Voilà, alors, quel crédit donner aux essais? Effectivement, c'est une question importante. Pour répondre à cette question, je vais faire un certain nombre de détours. Bon, pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, vous avez déjà questionné un certain nombre d'informations que vous avez pu voir sur les essais. Ce qui peut paraître plus difficile à admettre, c'est le phénomène de masse. Tu as parlé en 2009 là, d'articles qui disaient que finalement, il fallait remettre en cause l'ensemble des essais cliniques parce que structurellement, il posait problème. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de qualifier ou de nuancer ou de confirmer. Enfin, voilà, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, sur la question, est-ce qu'il y a eu un âge d'or des essais cliniques, ça, je ne pourrais pas répondre à la question. Je ne crois pas, en fait. Je pense qu'actuellement, on a des problèmes dans ce domaine-là, mais je ne suis pas sûr qu'avant, c'était forcément beaucoup mieux. En tout cas, c'est sûr que pour l'instant, ça se porte pas très, très bien. Alors, donc, ces essais cliniques, alors, je vais d'abord préciser qu'il y a toute une partie d'essais cliniques qui ne concernent pas les médicaments, hein. Simplement, quand on parle d'essais cliniques, on pense souvent à médicaments. Ça fait partie en fait de ce qui a changé de plus en plus, c'est-à-dire que le médicament prend une place de plus en plus importante dans les réponses de santé, et les firmes pharmaceutiques qui sont des industriels prennent de plus en plus de place dans le système. Mais ça n'exclut pas. Si on prend les essais cliniques en France, par exemple, il y a la moitié d'essais cliniques qui sont faits en France chaque année, dont le sponsor sont des hôpitaux et pas des firmes pharmaceutiques. Et une partie non négligeable de ces essais cliniques ne sont pas des essais sur des médicaments. Il y a des essais sur d'autres interventions de santé, voire sur aucune intervention de santé, alors, des fois sur des diagnostics, mais des fois juste pour vérifier, enfin pour développer la connaissance d'une façon très très large. On a besoin des malades pour connaître les maladies, voilà, tout simplement. Donc pour ça, il y a un certain nombre d'observations avec des méthodes différentes, et puis il y a des interventions qui sont faites. Et donc là, c'est les deux grandes catégories qu'on peut avoir d'essais cliniques, si on veut, hein. Ce sont des essais, enfin nous on appelle ça des études en fait à prescrire, des études d'observation et puis des essais d'intervention. Nous on utilise le mot essai uniquement pour les interventions pour bien souligner le côté expérimental en fait. Ce sont les essais contrôlés, randomisés, c'est ça? Voilà, ça c'est les essais contrôlés randomisés sont une catégorie d'intervention, effectivement, d'essais d'intervention. Il y en a d'autres, c'est ce qu'on considère de mieux, parce que c'est ce qui élimine le plus de biais potentiels quand on veut en fait estimer, évaluer l'efficacité d'une intervention dans une population pour pouvoir le faire en éliminant les biais les plus importants qui sont le fait que peut-être que la maladie, en fait, elle va guérir toute seule en 3 jours. Donc on est obligé de prendre en compte ce biais-là. L'autre biais, c'est que on peut avoir des populations qui sont différentes. Et donc, même si on fait un essai comparatif, si les deux groupes sont très différents, par exemple, on utilise la chloroquine chez des patients qui sont jeunes, et dans l'autre groupe, on a des patients qui sont âgés, c'est un biais majeur. Et donc, on va difficilement pouvoir conclure sur l'efficacité de la chloroquine. Donc, pour ça, on randomise, en fait, au hasard, on tire, on met dans un groupe contrôle ou dans le groupe témoin. Et puis, pour éliminer l'effet placebo, tout ça doit être fait en aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent qu'est-ce qu'a pris réellement le patient. Donc, cette méthode-là, elle est considérée, l'essai clinique randomisé en double aveugle, comme la méthode de référence, parce que en fait, c'est celle qui permet le mieux de dégager un lien de causalité entre une intervention, qui est le traitement, et ce qui se passe chez le malade. Voilà. Alors ça, c'est très ancien, en fait, cette notion-là.
Alors bien sûr, les essais cliniques se sont développés beaucoup dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais Claude Bernard avait déjà, en 1865, dans son introduction à la médecine expérimentale, expliqué pourquoi il fallait faire des essais comparatifs en disant simplement cette chose-là. Souvent, des médecins se vantent d'avoir guéri tous leurs malades par un remède qu'ils ont employé. Et la première chose qu'il faudrait leur demander, ce serait s'ils ont essayé de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas traiter d'autres malades. Car autrement, comment savoir si c'est le remède ou la nature qui a guéri? Voilà, donc vous voyez qu'en 2020, on a des grands professeurs de réputation mondiale qui n'ont toujours pas compris ça et qui ne l'appliquent pas. Voilà. Alors, c'est le cas en France, mais dans d'autres pays, il y a encore bien sûr des professeurs, mais aussi il y a beaucoup de soignants qui n'ont pas encore, et alors beaucoup de patients aussi forcément, qui n'ont pas en fait intégré cette notion-là, qui est une notion de base et qui rend compliqué l'évaluation. Il ne suffit pas d'observer ce qui se passe quand on a donné un médicament à un patient, il ne suffit pas d'observer ce qui se passe pour dire « ah ben ça marche ». Voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc cette nécessité d'établir un lien de causalité a entraîné de plus en plus la sophistication, en fait, le fait de préciser à quelles conditions un essai clinique pouvait en fait apporter de la connaissance avec un niveau de preuve, c'est ce qu'on appelle la solidité de la preuve. On a les essais comme en double aveugle comparatif contre placebo qui déterminent le mieux le lien de causalité, mais on a des essais auxquels il manque un certain nombre de ces caractéristiques. C'est plus ou moins problématique dans la détermination de la causalité. Et puis, il y a un certain nombre de situations où on peut difficilement le faire. Et puis, il y a d'autres cas où, quand on a une maladie qui est mortelle rapidement chez 100% des malades, on n'a pas besoin de faire un essai très compliqué pour démontrer que ça marche. Voilà. Donc, il faut bien prendre en compte ces nuances-là de manière évidente. Voilà. Et ces essais contrôlés, comme on vient de les définir, s'appliquent aussi à d'autres interventions. On peut faire de la chirurgie avec des fausses contre placebo ou contre fantôme, enfin intervention fantôme. Les prix Nobel d'économie Duflo et Banerjee font des essais comparatifs sans arrêt. Ils comparent un village à un autre sur lesquels on fait des interventions. Donc ça s'applique dans d'autres domaines de la science ou même dans d'autres disciplines. Voilà, en tout cas, l'économie peut se prêter à ce genre d'intervention. Alors, pour ce qui concerne les essais des firmes, au moment où se sont mises en place les agences du médicament et les réglementations pour la mise sur le marché du médicament, c'est-à-dire dans les années 1930 aux États-Unis et 1960 en Europe, on a exigé des firmes qu'elles fournissent des dossiers comportant des preuves en matière d'efficacité, de qualité pharmaceutique et d'innocuité, en tout cas d'effets indésirables. Et à l'époque, donc, les firmes n'ont pas du tout apprécié qu'on leur demande de faire des essais cliniques parce qu'elles préféraient la situation antérieure où c'était plus facile, plus rapide pour elles et moins cher de mettre des médicaments sur le marché. Mais des grandes catastrophes, en Europe, c'était la catastrophe du thalidomide. Aux États-Unis, c'était un sirop qui était où un excipient avait été il y avait une erreur d'excipient. Ces grandes catastrophes, parce que ça a tué beaucoup de monde, où le thalidomide entraînait beaucoup de déformations, ont fait réagir les pouvoirs publics qui ont exigé des preuves. Donc à l'origine, on peut dire que ce sont les pouvoirs publics qui ont exigé que les firmes fassent des essais cliniques. Et là, ça a apporté vraiment un plus parce qu'on a dans ces dossiers des éléments qui sont issus d'interventions chez les patients avec une certaine solidité méthodologique. Bon, alors après, au fur et à mesure, c'est absolument évident que les firmes, elles se sont arrangées pour maîtriser le process. Mais on peut dire qu'à partir du moment où les pouvoirs publics, c'est-à-dire la société, demandent à un opérateur privé d'apporter les preuves, de constituer le dossier
qui va leur donner accès au marché, on comprend bien que là, on commence à prendre un risque, en fait. Hein. Donc, il faut mettre en place tout un système pour vérifier que ce dossier, il est solide. Or, si on regarde l'évolution des pouvoirs publics dans ce domaine, on a eu, à partir des années 60, on a eu pendant des dizaines d'années des agences qui étaient exigeantes. Par exemple, la Food and Drug Administration aux États-Unis, elle exigeait 2 essais différents dans les dossiers sur l'efficacité. Bon, aujourd'hui, alors, au cours des années 90 et 2000, des exceptions ont été apportées à cette règle, par exemple. Donc, et aujourd'hui, l'exception, c'est pas qu'il y ait moins de 2 essais. L'exception, c'est qu'il y en ait 2. Il y a beaucoup moins. Enfin, on a de plus en plus de médicaments qui arrivent sur le marché sur la base d'un seul essai. Alors, quand on regarde ce que disent les firmes pharmaceutiques, leur discours officiel, c'est de dire on doit, avant la mise sur le marché, faire des essais, phase 1, phase 2, phase 3. Or, en pratique, de plus en plus de médicaments arrivent sur le marché après des essais seulement de phase 2, et parfois même seulement de phase 2 précoce. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est juste pour dire qu'on a des dossiers qui comportent en fait des éléments d'évaluation chez les patients qui sont de plus en plus fragiles, précoces, peu concluants. Et ça, bien sûr, ça a correspondu à des demandes des firmes pharmaceutiques, mais ça correspond aussi à une attitude des pouvoirs publics qui est de l'ordre de la déréglementation et de la compétition entre notamment les États-Unis et l'Europe pour être le plus favorable aux firmes pharmaceutiques et pour essayer d'attirer sur leur territoire les essais cliniques. Enfin, il y a tout un ensemble de... Moi, je ne suis pas du tout complotiste pour dire que les agences et les firmes pharmaceutiques s'organisent pour faire ça sur le dos des patients. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est simplement observer que parce qu'en fait, elles ne le font pas pour ça, bien entendu, mais il y a des raisons qui font que, par exemple, la concurrence entre les États-Unis et l'Europe, ça contribue à diminuer les exigences des agences. Et puis de l'autre côté, les firmes, elles, évidemment, elles ont un intérêt qui est absolument évident, hein, c'est d'avoir leurs médicaments sur le marché le plus vite possible pour qu'ils soient le plus longtemps possible sur le marché, protégés par les brevets. Donc c'est plutôt les pouvoirs publics, à notre avis, qui ont la plus forte responsabilité, c'est qu'ils baissent la barre pour que ce soit de plus en plus facile pour les firmes pharmaceutiques. Donc elles sont devenues expertes dans le fait d'avoir des essais cliniques qui sont juste à minima pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Si on prend les médicaments le Sovaldi de Gilead, le Sofosbuvir, qui est un médicament qui de façon évidente a changé la donne sur l'hépatite C, hein, la question n'est pas là. Mais quand on regarde l'essai clinique qu'ils ont fourni pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, c'était le minimum, c'est-à-dire qu'ils sont arrangés pour faire l'essai clinique qui leur coûtait le moins cher et qui en lui-même ne prouve pas grand-chose. Hein. Donc voilà, ils auraient pu très facilement faire un essai extrêmement concluant, rassurant, etc. Non, ils ont fait le minimum avec le moins de patients possible. On est à la limite de la significativité statistique. Enfin bon, c'est vraiment... ils ont dépensé le moins d'argent possible et c'est pratiquement tout le temps comme ça. Enfin, il y a des exceptions, mais on a des... Excuse-moi, Pierre, je t'arrête un instant sur le Sofosbuvir parce que je suis très étonné de ce que tu dis. J'avais la notion, sans avoir du tout travaillé le sujet, que c'était un médicament dont l'efficacité était pratiquement totale. Donc je suis étonné qu'il y ait des résultats qui soient sensiblement, enfin qui soient statistiquement peu significatifs. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'un labo qui disposerait, enfin qui a mis au point, c'est le labo qui a mis, c'est Gilead qui a mis la molécule au point, non, mais commercialisée, oui. Qui l'a mise au point? C'est une petite boîte s'appelait Pharmacet. D'accord, donc c'est le privé, quoi. Ça vient du privé. Enfin, mais disposant d'une molécule aussi efficace, pourquoi ne se sont-ils pas donné les gants
de procéder à un essai concluant, exemplaire. C'était leur intérêt d'aller dans ce sens-là, puisqu'ils avaient confiance dans la production qu'ils Oui, avaient oui, bien faite. sûr. Alors, donc, bien sûr, il y a beaucoup d'essais qui montrent, et d'autres éléments de preuve en plus, qui montrent que c'est un médicament qui a changé la donne sur l'hépatite C. Mais justement, même dans ce contexte où ils auraient pu facilement faire un essai qui était très probant, ils ont fait un essai qui ne l'est pas pour l'autorisation de mise sur le marché. Et voilà, c'est juste pour dire que tout ce qu'ils peuvent rabioter comme dépenses, ils n'hésitent pas, quoi. Alors qu'on pouvait faire un très bel essai, ils ne l'ont pas fait. Et on a beaucoup de situations de ce type-là où on voit qu'un des objectifs des firmes, c'est d'avoir le minimum de patients dans un essai. Voilà, donc pour prendre juste un autre exemple, parce que ça pourrait être trop long, mais il y a quand même un moment où les autorités de santé, les agences du médicament ont dit, bon, on veut quand même une comparaison contre un traitement de référence, pas seulement contre placebo. Donc là, on pouvait dire qu'elle montait la barre, c'est la réalité. Eh bien, il y a eu toute une invention pour faire qu'on mette en place des essais de non-infériorité. Alors, je sais qu'il y a des essais de non-infériorité qui sont tout à fait cohérents, hein, mais en général, ils sont utilisés à mauvais escient. C'est-à-dire, c'est juste pour, surtout quand on a une marge de tolérance très importante d'efficacité entre les médicaments, on finit par avoir des médicaments, enfin des essais dont les résultats sont avec une très très grande incertitude, quoi, parce qu'on peut avoir une très grande marge de manœuvre. Donc, un certain nombre d'inventions comme ça, méthodologiques, ont fait que les essais financés par les firmes sont potentiellement pleins de biais et de limites méthodologiques. Donc, notre travail à prescrire, c'est de les repérer, pour montrer finalement qu'est-ce que l'essai, quel est le niveau de preuve de cet essai. Mais il faut vraiment aller dans le détail parce qu'il y a beaucoup de pièges en fait et beaucoup de complexité méthodologique. Mais cela étant, les firmes ne sont pas les seules à faire ce genre de manipulation, enfin d'introduction de biais dans les essais cliniques. En fait, les essais financés sur argent public ont à peu près les mêmes défauts, pour des raisons qui peuvent être parfois un petit peu différentes, mais il faut les regarder avec exactement le même esprit critique, parce que ça c'est un des mots importants, une notion importante dans ce domaine, c'est d'avoir l'esprit critique. Si on regarde les essais cliniques, les premiers essais cliniques faits sur l'hydroxychloroquine, à Marseille notamment, il n'y a aucune firme pharmaceutique qui oserait faire ça. C'est juste impossible, quoi. C'est inimaginable. C'est-à-dire, c'est d'un tel niveau d'amateurisme. On ne sait pas si c'est des erreurs ou des fraudes. Et ça a été su tout de suite. C'est-à-dire que dès que ces essais, enfin ces études ont été publiées, il faut voir comment elles ont été publiées en plus. Elles n'ont pas vraiment été publiées en fait. Dès qu'elles ont été mises comme ça dans les réseaux sociaux, les experts méthodologistes sur des sites spécialisés ont repéré, on fait toute la liste des défauts de cet essai. Dans les aspects positifs, justement, des améliorations qu'on a pu avoir au fil des années, pour essayer justement de permettre de limiter les plus grands défauts de la manière dont les essais cliniques étaient menés, il y a eu la constitution de registres internationaux où les firmes étaient obligées, d'une façon ou d'une autre, de publier leur protocole d'essai avant de le démarrer, avant d'inclure le premier patient. Donc ça permettait par exemple de vérifier si la firme avait bien mené son essai comme elle l'avait prévu au départ, comme elle l'avait annoncé. Et ça permet, dans les publications, de voir s'il y a eu des dérapages. Par exemple, un dérapage très important, c'est qu'on teste un médicament sur un critère principal, et puis il y a éventuellement d'autres critères. Et puis dans la publication, la discussion ne se fait plus que sur les critères secondaires, par exemple. Et ça, pour les lecteurs qui ne sont pas spécialisés ou assez vigilants, on ne le voit pas en fait. Alors on le voit d'autant moins
que c'est pas précisé qu'à l'origine, on ne testait pas ce médicament sur ce critère-là. Alors que maintenant que le protocole est publié sur un registre, il y a des équipes spécialisées qui vont vérifier s'il y a eu ce genre de manipulation. Mais ce qui rassemble, enfin, ce qui rapproche l'essai dont tu parlais sur l'hydroxychloroquine et puis les essais, disons, plus habituels, enfin ceux que l'on a en tête, c'est-à-dire ceux menés par les labos, c'est que finalement, ce sont des gens qui sont intéressés par un résultat positif qui conduisent l'essai. Donc, public ou privé, dans les deux cas, on a la même dynamique, enfin, on a le même biais originel. Donc, est-ce qu'il ne s'agirait pas de déposséder les producteurs ou les défenseurs de telles molécules de l'essai d'évaluation, enfin du test d'évaluation de ces molécules? Parce que quelles que soient les précautions qu'on prend, si on laisse au labo le soin d'évaluer leur propre production, compte tenu à la fois du prestige, mais aussi des énormes sommes d'argent en jeu. Je rappelle par exemple pour la question des vaccins dont je parlais dans mon introduction, c'est un budget total de 10 milliards de dollars. On sait bien que pour 10 milliards de dollars, à peu près tous les coûts sont permis. 10 milliards de dollars répartis en 5 compagnies. Donc ça n'était pas dans une seule poche que c'est tombé. Mais enfin tout de même, ça fait énormément d'argent et on tue pour beaucoup moins que ça quand même dans notre monde. Donc là, tu parlais du fait que le public le fait que le public transférer au public les essais, ça ne résout pas un certain nombre de problèmes. Non, certainement pas celui du biais de confirmation, disons, qui est nécessairement là quand ce sont les mêmes qui ont mis en avant une molécule et qui en assurent l'évaluation. Absolument, oui. Alors juste sur les registres, les firmes remplissent mieux les registres que les institutions publiques, notamment françaises. Les Français sont particulièrement mauvais. Que ce soit l'INSERM, le CNRS ou les hôpitaux français, apparemment, ils ignorent l'existence des registres puisqu'ils n'y mettent presque rien. Donc ça empêche en particulier de vérifier ce que je viens de dire. Mais donc c'est une des mauvaises pratiques de la recherche publique française, c'est de ne pas utiliser les registres. Pour comprendre les intérêts, puisque dans le titre c'est les intérêts académiques, il y a une formule en anglais, c'est publish or perish. C'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, le système d'avancement et de promotion des hôpitaux universitaires, c'est de publier. Donc la liste des travaux, plus il y a d'études, plus ça va leur permettre de progresser dans leur carrière. Et dans le système français aujourd'hui, et dans beaucoup d'autres pays aussi, ça permet de recevoir de l'argent, en France, de l'argent public. Donc on sait que l'équipe du professeur Raoult, ces publications, ces énormes publications, ça rapporte 11 millions d'euros par an à la PHM. C'est juste à la quantité en fait. Donc c'est une des raisons qui fait que cet institut publie autant, c'est parce que ça rapporte des sous et des sous non négligeables. Alors, une publication tous les 2 jours en moyenne, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Ils sont à 3500 et c'est une machine à publier. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont publiés dans des très grandes revues. Il y a beaucoup de déchets, évidemment, dans ces publications. C'est d'autant plus stupide de voir que ça rapporte de l'argent public pour la PHM, c'est-à-dire c'est sur la base de publications dont certaines sont pleines d'erreurs. Enfin bon, il y a eu une pétition, vous l'avez peut-être vu dans Libération, Halte à la fraude scientifique, il y a quelques semaines, là, qui décrivait assez bien ces phénomènes et qui disait qu'il faut arrêter de mettre de l'argent public sur un critère aussi bête que le nombre de publications, puisqu'il y a des équipes, il n'y a pas que cette équipe, mais il y a des équipes qui utilisaient à fond le système en publiant n'importe quoi dans des revues qui n'ont aucun contrôle. Voilà, donc pour continuer sur ce que disait, effectivement, pour limiter la possibilité des équipes, soit les firmes ou les équipes hospitaux universitaires, de bidouiller les essais. Donc il y a ce que j'ai dit, les registres, ça c'est vraiment très très important. Il y a une autre chose qui s'est mise en place petit à petit, c'est l'accès aux données de base. Ça c'est vraiment très important pour pouvoir vérifier. Parce que finalement, dans une publication, ce qu'on a, c'est quelque chose qui a été très travaillé, c'est synthétique, c'est agrégé.
Et par exemple, ben, on a les résultats, on sait qu'il y a X% de patients qui ont eu ça, mais aller vérifier au niveau de chaque patient si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est la solution pour empêcher de bidouiller la publication. Donc c'est ce qui a permis de voir que, par exemple, pour la paroxétine, de pouvoir vérifier que la firme Glaxo avait caché le fait que chez des adolescents, ça augmentait les risques de suicide. En remontant aux patients, on arrivait à prouver effectivement que là, il y avait eu un codage qui permettait de cacher ce phénomène. Avec Surgisphere, c'est exactement le problème qui a été mis en évidence, c'est-à-dire Surgisphere, en fait, on ne sait pas si l'étude est fausse ou pas. On voit qu'il y a des erreurs manifestes. C'est ce qui a permis en fait à des gens, en lisant le compte-rendu de l'étude du Lancet, de dire ouais mais il y a des trucs qui collent pas là. C'était évident parce que c'était tellement stupide. C'est-à-dire il y avait on voyait deux groupes de patients australiens, c'est manifestement c'était le même. Il y avait trop de patients en Afrique pour que ce soit vrai. Bon, donc parce que le fait qu'ils aient eu intérêt à faire ça n'est pas évident, parce qu'en fait, c'est sur Gisphère, ils se sont suicidés en faisant ça. Ils sont morts. Bon, alors je pense que les gens, ils vont en créer autre chose, mais bon. En tout cas, là, ils n'avaient pas intérêt à le faire de manière aussi grossière, parce qu'ils se sont fait prendre. Bon, donc cette étude, elle a révélé aussi que les auteurs hospitalo-universitaires avaient mis leur signature sans avoir accès aux données. Et en fait, le problème du Lancet, c'est ça, c'est quand le Lancet a dit, ah bah effectivement, là, les critiques qu'on fait de l'extérieur, ça a l'air vrai, ils sont allés voir les auteurs et ils leur ont dit, bon, bah allez voir dans les données, chercher la réponse aux critiques qui sont faites. Et les auteurs ont dit, ah bah les données, on n'y a pas accès. Parce que Surgisphere a dit, bah non, moi je ne peux pas donner accès parce que je suis en contrat avec les hôpitaux pour qu'on ne puisse pas avoir donné accès. Bon. Donc ça a révélé une chose qui est très répandue, c'est ce que tu disais, c'est que les hôpitaux universitaires, enfin des gens, signent des publications sans avoir eu accès parfois à beaucoup de choses. Il y en a qui mettent leur nom, manifestement ils n'ont pas lu grand-chose. Alors, le phénomène est compliqué par les essais multicentriques. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a vu toutes les données, sauf le sponsor. Lui, c'est sûr qu'il a tout. Mais alors, les autres qui ont signé, ils ont peut-être vu dans leur centre, mais dans les autres, sûrement pas. Donc, Lancet en a tiré. Le Lancet a eu le mérite de rétracter ça, et Dezio de changer ses règles en disant maintenant, on va exiger des auteurs, au moins qu'un auteur puisse nous prouver qu'il a eu accès aux données de base. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que petit à petit, face à ces biais, dérives, fraudes, voilà, erreurs, il y a quand même des mouvements pour essayer de limiter les dégâts. Et donc cet accès aux données de base, c'est vraiment très important. Et puis après, on peut aller jusqu'à des scénarios où on change vraiment beaucoup de choses dans le système. C'est ce que proposait par exemple Richard Smith, qui a été un des rédacteurs en chef du British Medical Journal. Lui, il a écrit un bouquin en 2005, c'était avant 2009, en disant que les essais cliniques, en fait, que les firmes obtenaient les résultats qu'elles voulaient dans les essais cliniques, et que les grandes revues de publication genre Lancet, c'était un bras marketing des firmes. Hein. Il a carrément dit comme ça, parce que les firmes contrôlaient tout le système. Et donc lui, il proposait que toute la recherche clinique soit en fait sortie, comme tu dis, des firmes, et que on puisse et que ça rentre pas non plus dans les bras d'hôpitaux universitaires. Donc il proposait que tout ça, ça se fasse par la communauté, qu'on mette ça sur Internet et qu'on puisse définir dans cette maladie, par exemple, quels sont les besoins prioritaires, comment on pourrait imaginer de construire une expérimentation clinique pour répondre à... si par exemple le sofosbuvir, pendant des années, on sait qu'il y a une firme qui est en train de mettre au point ce genre de... On pourrait très bien avoir les autorités qui disent « Ah bah, dans l'hépatite C, nous, on aimerait savoir ça et ça », enfin définir les critères en fait, de dire « Nous, on acceptera la mise sur le marché », que si votre essai il répond à telle et telle question, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc on pourrait avoir ça. Et puis donc un pool de communautés scientifiques qui définit
l'essai clinique, comment on va le construire pour répondre à telle question de manière probante. Le protocole, il est mis sur Internet, on peut le commenter, donc on l'améliore. Après, on a d'autres gens qui vont faire les expérimentations avec le sofosbuvir à différents endroits. Mais en fait, d'autres personnes vont interpréter les résultats et d'autres personnes vont les publier de façon à diluer complètement les intérêts, qu'ils soient financiers ou académiques, aux résultats. Parce que on a toujours intérêt à des résultats positifs, en fait. Le système, il est comme ça, il favorise les résultats positifs. Donc, il faut éliminer les intérêts qui convergent vers... on veut absolument que ça marche et on élimine tout ce qui ne marche pas. Donc, voilà, là, il n'y a pas tellement d'exemples qu'on va aller dans ce sens-là, mais ce serait probablement... Enfin, ça permettrait d'éliminer probablement de manière, alors là, systémique, les multiples biais qui sont au cœur de la recherche clinique parce que des intérêts financiers et académiques sont trop pris dedans. Voilà, alors je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas de montre, j'ai dû déjà exploser mes 30 minutes, mais je m'arrête là. François Bompard de DNDi. J'ai été intéressé par ce que vous disiez sur le fait que il y a des bases de données dans lesquelles les protocoles sont mis en ligne. J'avais la notion qu'il y avait des résumés ou peut-être des synopsis, mais peut-être que je me trompe. Et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant à ce moment-là d'envoyer aux reviewers d'articles scientifiques non seulement l'article lui-même, mais également le protocole de l'étude? Est-ce que ça pourrait être une façon de diminuer un certain nombre des biais que vous avez énoncés? Oui, bien sûr. Alors, par ailleurs, être très surpris, enfin, je comprends qu'on soit déçu que le Lancet ait publié ça, hein, mais en fait, c'est pas la première fois. Ils ont fait largement pire, c'est-à-dire l'étude de Wakefield en 1998, qui soi-disant démontrait un lien entre l'autisme et le vaccin ROR, MMR en anglais. En fait, il s'est avéré par une étude de journalistes du Guardian que tous les patients qui étaient dans le CC étaient inventés. C'est-à-dire c'était complètement bidon. Et il a fallu, c'est une autorité britannique qui finalement a officialisé le fait que c'était une fraude massive, pour que le Lancet, en 2010, c'est-à-dire 12 ans après, retire cet essai. Mais aujourd'hui, en 2020, Wakefield continue de faire des conférences dans le monde entier, il diffuse son film Vaxxed, et il y a plein de gens qui continuent de penser que ça entraîne l'autisme, et plein de gens qui ne vaccinent pas leurs enfants, parce qu'ils pensent ça. Voilà, donc à côté, sur Gisfer, c'est vraiment rien du tout. Et Lancet, comment vous voulez qu'il fasse, enfin, comment imaginer qu'un reviewer puisse voir que l'étude de Wakefield, c'est une fraude. Enfin, les fraudeurs, on peut rien contre eux, ils sont forts, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y aura toujours enfin, je ne vois pas comment on peut complètement éviter ça. Alors après, les reviewers, ils sont plus ou moins sérieux dans les revues. Le Lancet en a 2, c'est déjà bien. Il y a des revues qui n'ont pas 2 reviewers. Et puis là, avec Covid, on a eu des préprints en pagaille, voire directement sur les réseaux sociaux, sans même de préprint, juste une diapo. Voilà, donc ça s'est beaucoup aggravé. En tout cas, l'idée que les reviewers aillent chercher ces registres, je pense qu'il y en a qui le font. J'imagine qu'il y a des revues qui fournissent déjà ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Lancet, c'est pas la pire revue, bien au contraire, par rapport au contrôle qui est fait avant. Donc c'est d'une certaine façon un peu injuste, mais en tout cas, ça leur fait une très bonne leçon. Et le rédacteur chef, Richard Horton, a très bien réagi et très bien admis l'erreur. Julien Potet, je travaille à la CAM. Ouais, juste pour nuancer un petit peu sur l'affaire sur Gisfer, il faut rappeler quand même que c'est une étude rétrospective, hein, c'est-à-dire qu'il collecte des datas. Non ? C'est du big data. Oui, c'est pire que ça, c'est du big data. Enfin, pire que ça. C'est du big data, c'est-à-dire que c'est vraiment des masses de données qui doivent indiquer un signal. Le problème, c'est que ces masses de données ont été collectées dans des conditions hyper opaques, on n'a rien compris. Mais c'est quand même assez différent des dérives qu'on a sur des études cliniques qui sont faites dans un ou plusieurs centres. Là, on parle sur un nouveau modèle qui s'appelle le big data, qui est loin d'être clair pour l'instant. Il y a quelques expériences comme ça qui ont été faites, mais rien de très concluant. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et qu'on ne peut pas trop généraliser. Ça,
par rapport à des défauts qu'auraient d'autres études qui sont menées par contre avec des défauts certes, mais avec des méthodologies très 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 différentes. Oui, oui, absolument. Et ça fait partie des choses intéressantes avec Surgisphère, c'est parce que ça a montré un problème énorme avec les études de Big Data, alors qu'il y a beaucoup de naïveté actuellement sur le potentiel de ces études, à tel point que au niveau des agences européennes et états-uniennes du médicament, ils imaginent qu'ils vont pouvoir alléger les essais cliniques avant autorisation de mise sur le marché, parce que les données, ils vont les récolter après, notamment en utilisant le big data et en regardant en population réelle comment ça se passe. Donc là, ça a mis en évidence un gros problème du big data, c'est de dire, oui d'accord, mais ça, elles viennent d'où ces big data? Elles ont été récoltées comment et analysées comment? Donc ça enlève, je pense que ça a dû faire rendre compte à un certain nombre de technocrates ou de responsables politiques que dans le big data, ce n'était pas forcément magique, qu'il pouvait y avoir des problèmes. Lise Barnéou, je suis journaliste scientifique. Moi, j'avais une question par rapport aux détails des protocoles de phase 2, phase 3 qui ont été récemment publiés par certaines firmes sur les vaccins Covid. Est-ce que vous êtes penché dessus et qu'est-ce que vous pensez de leurs critères d'efficacité? Est-ce que ça répond en fait aux enjeux de santé publique? C'était ça surtout ma question. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la proposition de Richard Smith, est-ce que finalement, c'était pas un peu l'espoir avec les essais Solidarity, notamment les Solidarity vaccins, là, de sortir les essais cliniques des firmes et de faire une comparaison de tous les vaccins en développement? Et finalement, j'ai l'impression que ça démarre pas. Pardon, j'ai oublié la première question. Sur les protocoles. Ah oui, oui. Non, on ne les a pas regardés, mais d'autres l'ont fait et ils ont observé qu'en fait, il n'y avait pratiquement pas de personnes âgées dans les 30 000 personnes. Ça, c'est pour Moderna. Pfizer, c'est 40 000, mais ils vont arrêter bien avant, en fait. Mais Moderna, 30 000, on peut dire c'est super impressionnant. Il n'y a pas de personnes âgées. C'est personnes qui meurent du Covid, donc c'est un peu embêtant quand même. Voilà, donc ça, c'est Parce qu'il n'y a pas de volontaire, parce que c'est sur une base volontaire que les essais se font, non? Est-ce que c'est parce que les vieux n'osent pas se présenter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je ne sais pas s'ils ont cherché activement des personnes âgées. En tout cas, ce sera une des limites de cet essai, c'est de dire, ok, c'est gentil, ça marche chez les jeunes en bonne santé. Dans l'essai d'AstraZeneca, il y en a 4 000 plus de 65. Ce sera une limite de l'essai, c'est-à-dire on dira, est-ce qu'avec 4000, on va avoir... ils prennent un risque qu'on ne puisse pas répondre à la question, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont visiblement là, si on imagine que ça avait été décidé plus collectivement comme critère, de dire qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur un vaccin, j'imagine qu'on aurait mis les personnes âgées en priorité. Voilà, bon, apparemment, ce n'était pas complètement négligé par Moderna, mais ce n'était pas une priorité. Sur Solidarity, en fait, ce qu'on a vu sur les médicaments, c'était relativement intéressant comme démarche. En fait, tout ce qui était chercher à faire un grand essai adaptatif, comme le Solidarity, ou Recovery ou Discovery, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que la situation française ou en Espagne, etc. On a des dizaines et des centaines d'essais qui ne prouvent rien. Ils sont trop petits, ils sont mal foutus, ils sont... au Royaume-Uni, ils ont démarré un peu plus tard, mais c'est le Royaume-Uni, donc les médicaments, ils connaissent, la méthodologie, ils connaissent, donc ils font un essai, Recovery, qui trouve des résultats. Et les Français, ils font un essai, ils pensaient faire un essai avec d'autres pays, et puis ils se sont aperçus que, mais en fait, non, les autres pays, ils ne faisaient pas la même chose, enfin bref. De l'amateurisme quand même, mais cet essai va quand même montrer des choses, Discovery, et Solidarity aussi, bon. Mais ce qui est intéressant, c'était aussi le côté adaptatif, c'est-à-dire on démarre un bras, on l'arrête, on en redémarre un autre, et ça, effectivement, on ne peut pas imaginer une firme faisant ça, donc c'est des bonnes choses. Ça s'est fait dans une période très particulière sur des médicaments qui existaient déjà, donc c'est pas
très facilement généralisable, mais en tout cas, c'était un bon modèle. C'est beaucoup mieux que ce qui a été fait en France avec des centaines d'essais qui prouvaient rien. Je préempte, pardon, juste parce que c'est sur le même sujet, donc je voudrais entendre Pierre éventuellement répondre là-dessus. Il y a, j'ose pas dire le chiffre parce qu'il me paraît tellement énorme comme ça en l'énonçant, mais je crois qu'il y a 300 candidats vaccins qui sont potentiellement sur le marché. Est-ce qu'il est imaginable de tester tous ces vaccins ? Comment fait-on le choix en l'occurrence? Enfin, comment, pas en théorie, mais en pratique, comment est-ce qu'il passe le filtre, disons, qui permet d'accéder à un essai crédible et ensuite au marché? Bon, probablement, il n'y aura pas 300 qui vont se développer, hein. Mais déjà, si on prend, avant de revenir sur les vaccins, si on prend en France les dizaines d'essais sur la chloroquine, c'est un médicament qui existait déjà, les pouvoirs publics français n'ont pas été capables, enfin, il n'y avait rien dans le système français empêchant ça. C'est-à-dire chaque hôpital a intérêt à faire son essai parce qu'il va faire une publi et il va récupérer de l'argent derrière. Donc, et il n'y a aucune autorité en France qui va pouvoir dire les petits gars, vous allez vous mettre ensemble et vous allez faire un gros essai. Non, ça marche pas. Voilà. Et ça, c'est sur du public et des médicaments qui existent déjà. On ne peut pas contrôler, en France en tout cas. Au Royaume-Uni, on contrôle. Mais par rapport à des vaccins faits par des entreprises privées de choses qui sont en développement, là, c'est encore moins contrôlé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde attend des vaccins. Donc, il y a le côté compétition assez bien. Il y en a 300 parce que bon, ça stimule et il va bien en avoir quelques-uns à la fin. Mais est-ce que tous vont arriver au stade où inclure des patients les premières phases sûrement, après c'est pas sûr. D'autant que les grandes firmes de vaccins, en fait, en partie parce que les pouvoirs publics, enfin Trump, délire tellement que les firmes de vaccins sont obligées de dire non, nous on va pas mettre sur le marché un vaccin qui n'est pas bien évalué. Donc elles sont plutôt dans le discours à dire non, on va faire des phases 3. Puis à Poutine de l'autre côté, il y a un tel délire des politiques sur les vaccins que les firmes sont plutôt à dire nous on est plus exigeantes qu'eux. Donc ça c'est pas mal déjà en image de marque, mais elles savent aussi qu'il y a beaucoup de défiance sur les vaccins, donc elles n'ont pas intérêt à trop jouer là-dessus. Et en plus elles ont intérêt à monter, à rendre plus cher le ticket d'entrée sur le marché, quoi. C'est-à-dire comme il y a beaucoup de gens là-dessus, elles ont intérêt à se différencier d'éventuels vaccins issus de tel ou tel pays qui seraient mal évalués ou de petites firmes de start-up qui se lancent dans le vaccin et donc elles ont intérêt à monter le niveau d'exigence, et ça je pense ça va effectivement être efficace et ça va faire tomber des candidats comme ça parce qu'ils n'y arriveront pas, quoi. Ils vont pas être au niveau. Ils ont été envoyés sur internet. Donc il y a Olaf qui vous demande pourriez-vous citer un exemple d'un produit approuvé seulement après une phase 2? Et ensuite, Céline qui demande « Que pensez-vous de l'usage du vaccin expérimental RVSV dans le cadre de notre intervention MSF en RDC ?» Et elle rajoute en commentaire « La notion de volontaire pour recevoir le vaccin est toute relative compte tenu des politiques menées par les autorités locales. » Merci. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, on est 100 à prescrire, et moi je ne travaille pas sur les médicaments au sens... dans la revue, il y a le rayon des nouveautés qui s'occupe des médicaments et moi, je m'occupe d'une chose. Donc, je sais que dans le rayon des nouveautés, chaque année, il y a plusieurs médicaments qui sont mis sur le marché après des phases 2. Voilà. Après, en citer un, je ne sais pas en citer un, mais il y en a de plus en plus, même des phases 2 précoces. Alors, ça peut se comprendre aussi dans certaines situations parce qu'on est parfois sur des maladies rares ou des cancers, hein. Mais en tout cas, il y en a plein. Voilà. Après, on peut toujours trouver des raisons, mais ce n'est pas du tout exceptionnel. Et la deuxième question, je ne peux pas du tout répondre sur le vaccin lui-même. Après, sur la notion de volontaire, c'est une notion effectivement tout à fait relative, hein. Ça dépend de la quantité d'informations qu'on a. Il y a la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale qui a servi de référence éthique pour essayer de défendre les patients, enfin les participants aux essais par rapport aux investigateurs.
en partant du principe que l'investigateur a un conflit d'intérêts, justement. Il a intérêt à pas passer trop de temps à chercher à inclure des patients. Et donc, c'est vraiment expliqué comme ça hein, par l'Association médicale mondiale, de dire il faut protéger le participant des intérêts et du sponsor, mais aussi de l'investigateur. Et donc, il faut vraiment verrouiller tout l'aspect du consentement éclairé. Voilà. Et le consentement éclairé, c'est certainement une utopie. Hein. Le principe, c'est qu'il faut essayer de s'en approcher le plus possible. Mais je me souviens d'une boutade de Richard Smith sur les essais de non-infériorité dont je parlais tout à l'heure. Il disait, en fait, la question qu'il faudrait poser aux participants, ces essais, c'est est-ce que vous consentez à participer à un essai clinique qui prouvera rien? Voilà, donc ça, en fait, là, on ne pose pas ce genre de questions, en fait. Mais bon, je pense effectivement c'est toujours très important de questionner le volontarisme, la vraie volonté des gens de participer aux essais. Oui. J'ajouterais sur la question du consentement éclairé que où qu'on se trouve, c'est une notion qui est discutable. Tu en as parlé à l'instant comme une espèce d'horizon, une valeur en soi, mais inatteignable parce qu'elle se dérobe toujours. Là, j'étais récemment, je participais récemment à une soutenance de thèse concernant un essai sur d'un vaccin contre le rotavirus, contre les gastro-entérites à rotavirus, et la question du consentement des personnes directement impliquées, c'est-à-dire des mères qui doivent entrer dans l'essai pour faire vacciner leur enfant, était extrêmement complexe, parce que, enfin, non pas complexe, mais d'une certaine manière inexistante, parce que elles ont un avantage à faire entrer leur enfant dans l'essai du fait que, d'une part, il y a une protection possible et que, d'autre part, il y a des soins attachés à cela. Et il y a une sorte de pression sociale qui s'exerce, d'ailleurs, dans des pressions sociales qui s'exercent de différents sorts, parce qu'il y a aussi des pressions liées à des rumeurs, à des refus vaccinaux, le vaccin étant supposé stériliser les enfants ou les mères, ou avoir véhiculer des intentions perverses comme celui-ci. Donc ça rentre dans un champ très polarisé. Mais en tout cas, la question du consentement, qu'elle se pose au Niger, puisque c'est dans ce pays que se déroulait cet essai sur le rotavirus, ou dans un CHU parisien ou ailleurs, dans un pays industrialisé, à mon avis, elle est quand même toujours relativement fictive, parce que il y a une asymétrie fondamentale entre le patient et le clinicien qui est en dehors de cette question. Donc, mais peut-être qu'il serait bon d'ailleurs à un moment de faire une réunion de ce type sur le plan de l'éthique du consentement, puisque MSF se lance participe à des essais directement ou indirectement, avec, par le truchement de Épicentre ou en association avec le DNDi. Cette question du consentement, non pas qu'on puisse résoudre le problème. Il faut au moins être mieux informé et ne pas entrer dans des formules magiques. Le consentement éclairé a été obtenu, donc il n'y a plus de problème. Si, quand même, il subsiste des problèmes, il est bon d'en être conscient. Je rappelle d'ailleurs aussi, sur la question, disons, du conflit d'intérêts entre le promoteur d'un produit et puis l'évaluateur de ce même produit, une discussion avec Bernard Pécoul, donc le patron, le fondateur et patron du DNDi, sur une évaluation que DNDi voulait conduire au Soudan. Il y avait une discussion sur le fait de savoir qui devait conduire cet essai. Est-ce que c'était DNDi soi-même, ou est-ce que c'était, par exemple, des gens de MSF étrangers, enfin partiellement étrangers, parce que MSF et DNDi, c'est quand même lié, mais enfin, disons, de façon relativement relâchée, de façon relativement lointaine. Et Bernard soutenait que
l'honnêteté indiscutable, et je ne la mets pas en question, des personnels, des équipes du DNDi permettait de penser qu'un essai conduit par le DNDi serait interprété honnêtement, sans, disons, sans biais dans un sens ou dans un autre. Ce que personnellement je ne croyais pas vraiment, et qui a donné lieu donc à une discussion assez vive entre mon vieil ami Bernard et moi-même. Je rappelle d'ailleurs que jusqu'à la guerre, Pierre rappelait que les essais cliniques datent pour l'essentiel de l'après-guerre, des années 50-60. Jusqu'alors, l'évaluation des médicaments était considérée comme relevant de l'honnêteté, de la probité, de la rigueur de cliniciens expérimentés et connus pour leur sérieux. C'était donc la personnalité des cliniciens qui mettaient en avant les qualités d'un produit qui était probante ou non. Donc il y avait valeur de preuve ou non. C'est un niveau de preuve évidemment qui a été considéré à juste titre comme insuffisant, mais qui a fait foi pendant très longtemps. Je voulais reprendre la question des médicaments mis sur le marché en phase 2 ou en phase 2 précoce. Parce que, on comprend bien les exigences scientifiques des essais cliniques qui doivent être menés de la meilleure façon possible. Mais dans le même temps, il y a des malades qui ont une maladie mortelle et qui aimeraient pouvoir bénéficier d'un traitement, même un traitement à risque. Et est-ce que c'est entièrement satisfaisant que les pouvoirs publics disent à quelqu'un qui s'estime en danger de mort, on va choisir à votre place si vous avez le droit de prendre un produit ou pas. Donc, comment, dans ton expérience, on répond à cette question ? Oui, c'est très important. Et en fait, j'ai parlé de dérégulation du point de vue des agences, mais en fait, elles ne le font pas au nom de la dérégulation, elles le font au nom de ça, c'est-à-dire au nom de dire les patients demandent l'accès aux médicaments innovants. Déjà, il peut y avoir des illusions sur le caractère innovant des médicaments. C'est seulement à partir d'un certain moment qu'on sait que le médicament, il est effectivement intéressant ou pas. Donc, il faut bien mettre la barre quelque part. La façon de résoudre ça, c'est d'avoir une évaluation qui n'empêche pas un accès précoce, genre compassionnel. En tout cas, en France, ça marche. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Et en France, il y a les moyens d'avoir accès avant l'autorisation de mise sur le marché, dans des cas particuliers comme une maladie mortelle qui n'a pas de traitement satisfaisant. Évidemment que c'est très intéressant de pouvoir mettre ça en place. Et alors, une des conditions de ça, il est important que même ces patients-là qui sont hors de l'essai clinique, après on va en parler, on évalue chez eux correctement aussi ce qui se passe. Ce qui est pas... En France, il a fallu très longtemps avant qu'on regarde précisément ces cohortes d'ATU. Parce que pendant très longtemps, on a donné accès précoce aux patients sans regarder, sans l'étudier rigoureusement ce qui se passait. Donc, on avait une perte de connaissance là. Vous m'avez compris, qui était dommageable et qui a été résolu. Donc, oui, à partir d'un certain moment, ça devient envisageable de donner l'accès à un médicament qui n'est pas encore bien évalué, mais on commence quand même à avoir des éléments dans des situations très particulières, comme une maladie mortelle sans traitement. Mais en fait, il n'y a pas de... Si on donne accès trop tôt à des médicaments mal évalués, il y a de forts risques qu'ils ne soient jamais correctement évalués. C'est ça le problème. Parce que tout ce qui a été mis en place par les autorités comme autorisation conditionnelle, par exemple, ok, il n'est pas encore bien évalué, vous le mettez sur le marché à condition que vous nous fournissiez des essais après, qui vont compléter les informations. En pratique, on s'aperçoit que les firmes traînent les pieds, le font le plus lentement possible. Peut-être elles ne le font pas exprès, mais en tout cas, parce qu'effectivement, après, ça devient difficile de mettre des patients dans ces essais. Ça, c'est une vérité. Donc, la conséquence, c'est que les essais post-AMM qui sont censés rentrer dans l'AMM conditionnelle, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et les autorités, elles sont très peu exigeantes, c'est-à-dire, elles constatent qu'elles n'ont toujours pas la réponse.
Et ça, c'est très bien décrit. Il y a des gens dont c'est la spécialité de publier ça dans le BMJ, de dire, voilà, on est allé regarder 5 ans après, si on avait les réponses à des médicaments qui avaient été mis sur le marché très précocement, et bien 5 ans après, voilà, il y a X% ou dans tel domaine, on ne sait toujours pas. Donc on peut comme ça traîner des médicaments pendant des années, on ne sait toujours pas. Et donc, c'est là où c'est l'équilibre entre les intérêts des patients et des intérêts des participants. Et ça fait partie de la complexité. C'est-à-dire on met des patients dans des essais cliniques pour protéger les patients d'après, parce qu'on va essayer justement, pour éviter des grosses catastrophes, de dire on va tester chez quelques-uns, et la connaissance qu'on va avoir va nous permettre d'éviter des grosses catastrophes avant la diffusion à grande échelle. Donc c'est un équilibre d'intérêts. Mais actuellement, on est dans l'autre phase, c'est-à-dire de dire, en fait, on va faire un accès précoce à des médicaments qui ne sont pas très bien évalués, parce qu'il y a des patients qui vont mourir dans 6 mois, et donc on leur donne ça, c'est la dernière chance. Et le résultat, c'est qu'on va continuer de donner ce médicament à des patients sans savoir assez si effectivement sa balance bénéfice-risque, elle est plutôt favorable ou pas. Or, si on prend aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments mis sur le marché qui sont dans le domaine du cancer, et on sait très bien, il y a beaucoup de médicaments qui sont censés lutter contre le cancer, en fait, qui pourrissent la qualité de vie des derniers mois de la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça mérite de réfléchir avant de le faire. L'espoir est très important en médecine, mais l'espoir, parfois, il a des conséquences très négatives. Juste avant de passer la parole à Emmanuel Baron, juste pour suivre là-dessus, est-ce que c'est pas le rôle de la pharmacovigilance, ou en tout cas un des bénéfices que l'on peut attendre d'une pharmacovigilance sérieuse, que de nous informer sur les suites que connaissent ou qu'emportent ces médicaments mis précocement sur le marché. Et question subsidiaire, est-il vrai que la pharmacovigilance a été, dans le cadre européen, entièrement mise entre les mains des compagnies pharmaceutiques? Ce qui est l'information que j'ai, elle est déjà ancienne. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Alors, la pharmacovigilance est très important comme source d'information sur les effets indésirables après la mise sur le marché. Mais les essais aussi, des vrais essais faits après la mise sur le marché, peuvent apporter des informations dans ce domaine. Et éventuellement des big data aussi, on ne sait pas. Potentiellement, des bonnes big data bien analysées peuvent peut-être apporter des informations dans ce domaine. Mais le problème de la pharmacovigilance, c'est que ça repose sur les notifications. Donc ça repose sur le fait que le patient, dans certains pays, et les soignants, en premier les médecins, vont notifier des effets indésirables. Donc ça, on sait très bien, et ça c'est vrai quels que soient les pays, qu'ils ne notifient pas beaucoup. Et je pense... c'est pas une pratique habituelle qu'un cancérologue qui utilise un médicament chez ses patients, il va aller notifier des effets indésirables. Et de certaine façon, il va pas les voir. C'est-à-dire, il va avoir beaucoup de mal à les interpréter comme des effets indésirables. Les effets indésirables qui sont le plus notifiés, c'est ceux qu'on commence à reconnaître, en fait, de dire oui, il y a ça, mais avant d'arriver à la phase de dire il y a un lien entre ce médicament et un effet indésirable, en fait, ça peut prendre très longtemps, parce que simplement, on ne le prend pas en compte. Si on prend le cas du Mediator, c'est typique, c'est-à-dire, le Mediator, aucun cardiologue n'a imputé des problèmes de valve à ce médicament, les diabétologues non plus, les médecins généralistes. Quand ils vont l'imputer à quelque chose, ils l'ont imputé au rhumatisme articulaire aigu, alors qu'il n'y en avait plus en France depuis longtemps. Et par contre, dès qu'à un moment donné, on a dit oui, c'est un effet indésirable, tout d'un coup, en France, on en a récolté des milliers. Voilà. Mais la pharmacovigilance, elle en a rapporté très peu, en fait. Et les quelques cas
Chiche à Marseille, son premier cas de valvulopathie. Il y a à la fois Servier qui est descendu chez lui et le maire d'arrondissement de Marseille en disant, parce que Servier était financeur d'événements sportifs dans le coin, en disant tu vas pas arrêter tes conneries. Et bon, il a quand même insisté pour notifier son truc, qui s'est perdu après dans l'Agence française du médicament. Et finalement, ça n'a rien donné. Mais donc, il y a eu un cas français de valvulopathie. Après, il y en a eu un autre à Toulouse. Mais avant que le truc éclate en 2009, on avait 2 cas d'effets indésirables, alors qu'après, des milliers sont arrivés à dire « Ah oui, tiens, en fait, oui, bon, voilà, c'était ça. » Donc, c'est très utile, fondamental, il faut le faire, mais c'est vraiment pas un filet de sécurité, quoi. Il ne faut pas compter que là-dessus. Après, est-ce que la vie, j'ai complètement chez les firmes? Pas totalement, heureusement. Et particulièrement pas en France, où on a des centres régionaux de pharmacovigilance qui font bien leur boulot. Et qui, en fait, en France, on a gardé le système, parce que c'est vrai que au niveau des instances européennes, ils ont essayé de dire que les firmes, elles pouvaient très bien faire remonter les cas d'effets indésirables. La France a gardé un système où ce qu'observent les patients, ça doit aller, peut-être chez la firme, mais ça doit aller au centre de pharmacovigilance régional ou national. Donc on n'a pas perdu le contrôle. Enfin, c'est pas dans les mains des firmes en France. D'accord, mais pour terminer là-dessus, avant de redonner la parole à la salle, je me rappelle dans l'affaire du Mediator, les mésaventures de la médecin qui avait été un peu la lanceuse d'alerte, Irène Frachon, confrontée à des experts dans les commissions d'AMM, de mise sur le marché, ou d'autres commissions, qui la ridiculisaient totalement et dont il a été avéré qu'ils étaient ni plus ni moins des employés de Servier, lequel laboratoire Servier, qui avait à peu près un monopole sur toutes les productions concernant ce domaine, notamment le cardiovasculaire, avait été le financeur de toutes les manifestations dites scientifiques, congrès, réunions, assemblées diverses portant, où des cardiologues et des pneumologues étaient réunis. Autrement dit, il régnait sans partage sur le domaine de la cardio et de la pneumologie, et je ne peux pas empêcher d'y voir une raison pour laquelle il était difficile de faire émerger la question des hypertensions artérielles pulmonaires, l'ensemble cœur-poumon étant entièrement contrôlé par les laboratoires Servier. Alors évidemment, tous les labos ont eu beau jeu de souligner que Monsieur Servier était une espèce de psychopathe, un Monsieur No, etc. Sans doute l'était-il. Mais enfin, il condensait peut-être plus de défauts que d'autres, mais enfin, ces défauts structurels, ils existent dans l'ensemble du marché du médicament, tout de même. Emmanuel. Oui, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr, tu l'as fait, mais je vais continuer. Emmanuel Baron, Épicentre. Bonsoir, Pierre. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Peut-être un point tout d'abord pour souligner, dans la réponse que tu as fait à la question de Gervais, souligner que la fabrication, le risque, c'est la fabrication d'un mauvais standard de soins, finalement. Hein, et c'est quelque chose qu'on a vu, qui, pour les gens à MSF Épicentre, rappelle certains épisodes. On l'a vu il y a 5 ans avec le favipiravir dans la maladie d'Ebola, étude faite... étude pas bien faite, mal faite même, pour être clair, qui s'est appelée essai clinique alors qu'il n'y avait qu'un bras, ceci pour reprendre le tout premier point de ton propos, et qui a fabriqué un standard qui n'a pas résisté à l'épidémie suivante, où un essai clinique, conduit en bonne et due forme, a pu mettre en évidence qu'il y avait 2 médicaments efficaces, plus efficaces que les autres, le favipiravir n'ayant même pas passé la barrière de pouvoir être testé quand l'examen a été fait. Puis le dernier, c'est l'hydroxychloroquine, qui est un standard de soins aujourd'hui dans énormément de pays africains, en première ligne, dans le protocole national. Donc ça reste quand même encore un médicament qui, tant qu'il n'a pas été évalué d'une certaine façon, dans une certaine indication, restera, semble-t-il, encore
un standard de soins. Donc effectivement, aller vite, et c'est bien des dilemmes qu'on a de temps en temps, c'est nécessaire, c'est justifié, et les situations que j'en avais à rappeler sont très justes, avec toujours voilà, le bénéfice, le risque, et notamment dans les risques, celui de fabriquer un standard qui restera longtemps, qui ne sera jamais finalement rechallengé. En fait, j'étais arrivé ce soir avec une idée en tête, un point et une question, mais alors là, j'ai été comblé, parce que malgré tout, je prends quand même la parole, hein, Ronnie. Parce que Ronnie et toi, vous l'avez abordé, et même dans le détail, Ronnie, c'est le point de l'indépendance on va l'appeler comme ça, l'indépendance des études cliniques, finalement, pour évaluer un médicament. Tu as même proposé, finalement, une certaine façon de faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant à voir la méticulosité, le caractère de quasiment névrosé obsessionnel qu'il faut pour aller dans les détails, de conduire une étude, éviter tous les biais, etc. Et au moment de l'évaluation finale, alors là, tout ça saute de façon magistrale. Et finalement, c'est le marchand qui dit, ben voilà, en fait, mon produit, il est bon. D'ailleurs, je les remarque. Je voulais vous montrer comment et pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a tendance à demander toujours la question de la transparence de l'information et tout, mais tu as montré quand même à quel point ça pouvait être de la poudre aux yeux en réalité, ça, et que c'est plutôt la conduite du travail et de l'essai qui était intéressant. Cela dit, c'est vrai que c'est des publications qui sont absolument hallucinantes, y compris dans les meilleurs journaux, hein, avec quand même des gens, alors c'est dit à la fin, hein, dans les déclarations de lien d'intérêt, des gens qui font partie, ont des actions, ou sont même des employés de la firme, et qui signent le papier sans aucune gêne, semble-t-il, pour qui que ce soit d'ailleurs. Donc, moi, je voulais dire, donc, là, certes, la publication n'est pas tout, c'est pas elle qui décide qu'un médicament sera sur le marché ou non, il y a le dossier, mais enfin, il est préparé aussi par les gens qui ont conduit l'étude et les gens qui sont propriétaires du médicament. Et puis, il y a, parce que j'ai ça aussi en tête, la question de la façon dont MSF veut porter ce sujet. Et là, je reviens sur le point de Ronnie et de sa discussion à propos du Soudan et de l'essai des collègues de DNDi. Finalement, ma question pourrait être la suivante, est-ce que tu conseilles à MSF, Épicentre, de porter encore ce point, ce sujet, y compris auprès de nos collègues de DNDi, qui font quand même quelques contorsions quand on commence à évoquer ce sujet auprès d'eux. Et alors, du coup, ma question, elle est peut-être aussi à François. Chiche ? Non, je pense que c'est des questions très importantes à se poser. Et la réponse de Bernard de dire on est honnête, donc il n'y a pas de problème, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire, tout le monde pense être honnête. Et si c'était aussi simple que ça... Non, il y en a qui sont plus... Bon, la plupart des gens se croient honnêtes, mais ça n'empêche pas pour autant de faire des choses parfois un peu limites, surtout quand on a des intérêts importants en jeu. Donc la question de l'honnêteté, ça suffit pas en fait, c'est pas pertinent. C'est plutôt celle des règles pour essayer objectivement de diminuer les conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, quand on parle des conflits d'intérêts, on pense toujours firmes pharmaceutiques et médecins. En fait, c'est une situation beaucoup plus généralisée dans la vie. On a des conflits d'intérêts tout le temps. Donc il faut trouver autre chose que de dire les gens sont honnêtes, parce que ça suffit pas. Alors la sous-traitance, de séparer, en fait, de diluer, de séparer, ça peut être une solution, mais c'est pas non plus la solution. C'est-à-dire, les firmes, c'est pas les employés des firmes qui font les essais cliniques. Ils sous-traitent les essais cliniques, mais ils trouvent quand même le moyen d'avoir la main et le pouvoir sur leurs sous-traitants. Ça s'appelle les crocs, hein, les crocs, ils sont en concurrence entre eux. Donc les crocs qui passeraient leur... Enfin, je pense que elles ont une contrainte sur elles-mêmes pour rester dans le système et pour rester performants, c'est-à-dire les critères de performance dans l'essai clinique, c'est notamment la rapidité. La rapidité, c'est essayer d'avoir le plus rapidement possible des participants dans les essais. Donc c'est là où on commence à avoir une tension sur le fait, est-ce que ce temps a été suffisant pour que les gens ils puissent donner leur accord ou pas. En France, une des difficultés de faire des essais cliniques, c'est que ça prend du temps, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller, et puis il faut passer du temps. Voilà. Donc on va essayer de les faire dans des pays où c'est plus facile, où les gens, pour des raisons X et Y, ou Y, parfois des raisons vraiment
très pratiques sont plus tendance à vouloir faire des essais. Voilà, donc, mais je pense que donc peut-être que le CRO, c'est une solution pour le DNDi, ou peut-être d'aller chercher un groupe de MSF qui a vraiment rien à voir avec le DNDi. Mais moi, je pense que c'est un vrai souci. Je pense que c'est structurellement un problème si un sponsor, et DNDi est un sponsor, fait lui-même la recherche clinique. On ne peut pas échapper totalement au fait de dire, pour les meilleures raisons du monde, c'est-à-dire un investigateur, un sponsor a envie que ça marche. C'est pas seulement un intérêt, il a envie, il a l'espoir que ça marche. Il aimerait bien que ça marche. Il trouverait super pour les patients que ça marche. Enfin, il a plein de raisons. Et ça, psychologiquement, ça fait qu'il y a des choses que votre vision est un peu brouillée, quoi. Il y a des choses que vous voyez plus que les effets indésirables. Ça vous oriente dans un sens, et on le voit très bien dans les essais cliniques, c'est que les effets indésirables dans les essais cliniques, parfois, ils sont pas là. Ou alors, des fois, ils sont dans une partie, mais ils sont oubliés dans une autre. Les méta-analyses d'essais cliniques dans leur protocole, ça a été publié il y a quelques semaines, là, les méta-analyses qui cherchent à faire donc, la synthèse méthodique sur un sujet particulier, sur un médicament particulier, eh bien, très souvent, dans leurs critères, il y a tout l'efficacité, et par contre, les effets indésirables, parfois, ça n'est même pas dans le protocole. Et quand c'est dans le protocole, et ça, une fois de plus, ça a été vu avec des registres, et là, le registre s'appelle Prospero, et même quand au départ, ils disent ils vont s'intéresser aux effets indésirables, parfois, dans la discussion après, ça a complètement disparu. Donc, ça fait partie des choses que personne n'a envie de voir, les effets indésirables. Hein, ni les patients, ni les soignants, ni les sponsors, enfin, personne. Voilà. Donc, c'est très facile de ne pas les voir, de les oublier, de ne pas les interpréter comme effets indésirables. Donc, raison de plus pour limiter le biais de dire c'est moi-même qui évalue ma propre production. Ça, c'est... François, bon, pardon, ça marche. Oui. François, on parle de DNDi. Je suis vraiment désolé parce que je vous parlais d'un sujet que je ne connais pas. Cette controverse sur le Soudan, je ne le connais pas, donc je ne peux vraiment pas répondre là-dessus. Non, mais ceci, je rejoins complètement ce qui est en train d'être dit. C'est qu'effectivement, je reconnais personnellement qu'on a toujours un biais implicite à propos du sujet sur lequel on travaille plus que qui que ce soit d'autre. Donc je le reconnais totalement, absolument. Et peut-être qu'il y a effectivement des systèmes à imaginer sur des garde-fous au moment où peut-être pas la conduite de l'étude elle-même, parce que le nombre de biais, mais par contre, bien sûr, le design de l'étude, l'interprétation des données et la publication, c'est là, oui, effectivement, où ça peut être très sain de se faire challenger par des gens indépendants, clairement. Mais sur l'histoire du Soudan, je vais me renseigner, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Mais ça soulève une belle question, je suis d'accord. On a tous un biais inévitable. Ouais. Je vais juste lire deux commentaires. Donc, Pécoul Bernard qui dit « Je dois signaler que j'écoute et je n'ai jamais dit cela à Ronnie. Je suis plus satisfait avec les commentaires de Pierre. » Et donc, d'autres commentaires qui disent que la discussion est un peu caricaturale. Voilà. Nous poursuivrons cette discussion, Bernard, parce qu'elle a bien eu lieu chez moi en plus. Je vais relire quelques questions qui ont été posées sur Internet. Donc Donald vous demande quel niveau d'influence, de régulation, de contrôle l'État devrait-il avoir sur les produits pharmaceutiques en ce qui concerne les essais. Ensuite, Olaf, vous avez soulevé un problème insoluble car les bonnes études cliniques sont chères et si on envisage de les exécuter par des gens neutres, entre guillemets, qui n'appartiennent pas à la pharma et aux promoteurs, d'où est-ce que l'argent sortirait ? Très bonne question. Kim, je vous en lis 4. Oui. Alors ensuite, Geza. Alors, on a coutume de dire que les cohortes de patients qui intègrent les essais cliniques ne sont pas assez représentatifs de la population générale. Il y aurait notamment peu ou pas de femmes, du fait de craintes spécifiques, tératogéniques sur des grossesses. Est-ce vrai ? Et une dernière... Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant.
Alors, Donald, sur l'influence que les pouvoirs publics pourraient avoir sur les essais cliniques, eh bien, en fait, il se trouve que dans les pays, les essais cliniques sont soumis à des autorisations. En France, il y a un double système. Il y a une autorisation qui doit être donnée par l'Agence française du médicament. Et puis, il y a des autorisations de comités de protection des personnes, qui sont des comités régionaux. Et en fait, la réglementation européenne sur les essais cliniques permet à ces différentes autorités de donner un avis, alors certes éthique, sur la question de savoir s'il est bien prévu de recueillir le consentement éclairé, etc., mais aussi sur le design des essais. Donc, c'est l'occasion, à ce moment-là, on peut le faire. C'est-à-dire, là, les autorités ont la main, puisque c'est elles qui vont autoriser ou refuser un essai clinique. Donc ça peut se faire de façon très pratique, par exemple, à ce moment-là. Pour Olaf, les bonnes études cliniques, elles coûtent cher, oui, bien sûr. Le NIH aux États-Unis, il y a 5 milliards de dollars de budget pour la recherche clinique. Avec ça, on fait pas mal de choses, on fait beaucoup de bons essais. La France, elle a un budget ridicule, alors ça augmente, hein, c'est moins ridicule, mais au Royaume-Uni, il y a de l'argent dans la recherche clinique. Et de toute façon, on paie cette recherche clinique, elle est payée, si on prend les systèmes comme en France où les médicaments sont payés par la collectivité, on paie, quand on paie un médicament, on paie tout, on paie y compris la recherche qui a été faite à l'intérieur. Donc, en tout cas, il y a forcément, ça peut paraître c'est un investissement en fait. Si on dépense cet argent pour évaluer les médicaments de manière indépendante et fiable, on peut imaginer qu'on va s'y retrouver parce qu'on va mieux connaître les médicaments et donc on va pouvoir faire des choix et pouvoir orienter les pratiques en disant, voilà, ce médicament-là, il n'y a aucun doute dans cette maladie, le premier choix c'est ça, le deuxième c'est ça, et puis derrière il n'y a plus rien parce que le troisième, il ne faut surtout pas l'utiliser. Alors que dans le système actuel, c'est pas aussi facile que ça d'avoir de pouvoir avoir ces algorithmes-là, ou alors c'est très lent à obtenir. Donc l'argent, c'est juste savoir à quel moment on le dépense, mais cet argent, de toute façon, on le dépense. Et puis, pour Keane, les cohortes, enfin les patients, c'est pas des cohortes, mais les patients dans les essais cliniques ne sont pas représentatifs. Alors, dans les phases 1 et 2, ça c'est sûr. Dans les phases 3, on est censé s'en approcher, mais il y a tout un tas de populations qui ne sont pas là. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de personnes âgées, il n'y a pas de femmes. Ça dépend des pathologies et c'est plus ou moins caricatural. Mais il faut savoir que même dans des essais cliniques qui concernent des situations qui concernent au premier chef les femmes, elles sont très peu dans les essais. Hein. Donc, c'est là où ça devient absurde. C'est-à-dire, au nom de la défense des femmes, on ne les met pas dans les essais, et on arrive avec des médicaments, la plupart des médicaments qui sont utilisés par les femmes n'ont jamais été évalués chez les femmes. Donc, c'est là où on voit cet équilibre entre la défense des personnes dans les essais et l'intérêt des patients. Avec les femmes, c'est caricatural. On les utilise, on ne sait pas. Donc on s'est donné bonne conscience d'une certaine façon en disant surtout pas, on les met pas dans les essais parce que c'est dangereux. Mais oui, mais après on les met et elles sont sous traitement et c'est aussi dangereux que ça leur était avant. Hein. Donc il y a un bouquin qui vient de sortir qui est d'une qualité plus ou moins bonne sur le sujet en France, qui constate, qui parle de ça et d'autres choses. Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que au minimum, exiger que des médicaments qui sont très souvent pris par les femmes, voire exclusivement pris par les femmes, qu'ils soient au moins correctement évalués chez les femmes avant mise sur le marché. Ça, je pense, c'est un combat intéressant. Je m'appelle Rebecca Gray, je travaille à Epicentre. Et je voulais revenir juste sur deux choses que vous avez dites tout au début. Le premier, c'était sur les données, les bases de données. Donc, j'entends très bien la nécessité d'avoir les bases de données, de re-regarder si ce qui était publié ou ce qui était disponible est bien le cas. Mais je pense que, et ça, je ne pense pas que vous avez touché dessus, pour manque d'un meilleur mot, un peu la polémique sur la transparence. C'est-à-dire que pour moi, un protocole plus les analyses, plus le SAP, plus tout,
c'est beaucoup plus important de l'avoir une base de données toute seule. Les boîtes, oui, mais je ne parle pas forcément à vous, mais à la salle. Et qu'il ne faut pas sous-estimer les gens qui le font, surtout sur les grosses pharmas, sont assez malins. Et leur objectif, c'est de faire un essai clinique le plus propre possible, avec le moins de risques possible, comme vous avez soulevé. Donc, c'est juste de voir vos commentaires dessus, parce que je trouve que dans le public en général, il y a une grosse demande pour ces bases de données qui, en général, ne sont pas si intéressantes que ça, parce que les critères principaux, etc., ne sont pas donnés. La deuxième chose, je voulais juste revenir dessus, c'était cet aspect cher qui était, je pense, soulevé par Olaf et dans la discussion, et un peu par Ronnie. Donc, sur cette idée de combien ça coûte. Donc, je pense que c'est difficile d'avoir cette conversation, de ne pas parler des sources de financement, des exigences des gens qui financent, les sponsors, les boîtes pharma. Il y a non seulement les salaires des gens, donc parfois les essais cliniques coûtent cher parce que les gens ont les autres salaires. Et on ne parle pas, mais c'est le cas. Et un deuxième, beaucoup de financement, c'est en fait un financement dit compétitif. C'est-à-dire sur le nombre de patients enrôlés, les participants enrôlés. Il y a beaucoup d'exigences sur la vitesse. Et donc, je pense que de toucher cette question de le rôle de le sponsor, le rôle de qui amène, une partie de ça, c'est de chercher les gens qui sont, pour le manque de meilleurs mots, je vais utiliser un gros mot, j'hésite. Je vais dire presque les scientifiques. C'est-à-dire, mon intérêt, c'est de l'avoir la réponse, peu importe qu'est-ce que la réponse c'est. Et pas de promouvoir un produit. Et pour ce faire, il faut que ces gens soient aussi dans une situation où ils sont de le moins influencés possible. Et je pense que c'est possible. Il y en a des gens qui le font comme ça. Et la dernière chose, c'était juste de répondre à François Bompard. Donc, il y a quand même les journaux, François, qui, quand tu publies dessus, demandent le protocole, les analyses statistiques, la base de données, tout ça. C'est pas si mal encadré que ça. Et surtout, quand vous soumettrez en agence régulatoire, ça fait partie. Donc c'est pas inattendu. Merci. Alors, très précisément, l'accès dont je parlais, c'est les Clinical Study Reports. Hein. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, il y a eu tout un mouvement en Europe qui a eu un certain nombre d'effets pour obliger l'Agence européenne du médicament à pouvoir donner accès aux Clinical Study Reports sur les médicaments. Donc, pour l'instant, ça ne se fait pas, mais ça devrait se faire. Et c'est ça qui est en jeu, en fait, c'est de pouvoir vérifier plus près du patient. Hein, Clinical Study Report, c'est beaucoup plus près des données réelles chez le patient que la publication dans le Lancet. Hein. Donc, en lisant les Clinical Study Reports, on arrive... Enfin, le fait déjà que les firmes ou n'importe quel sponsor sache qu'un tiers va pouvoir accéder aux Clinical Study Reports, c'est censé avoir un effet positif pour éviter un certain nombre de fraudes ou... Enfin, oui, de fraude essentiellement. Donc, voilà. Alors, après, pouvoir éplucher les Clinical Study Reports, c'est pas à la portée de tout le monde, et il y a peu d'équipes dans le monde qui le font, mais il y en a quand même qui le font, et il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on aura accès à ces Clinical Study Reports. En particulier, pour ceux qui connaissent la collaboration Cochrane, qui est la principale source de méta-analyse au niveau mondial. Dans cette collaboration Cochrane, il y a des équipes qui se sont spécialisées dans l'accès aux Clinical Study Reports pour aller vérifier, enfin montrer des discordances avec les publications des résultats. Après, les scientifiques intéressés purement par la science, oui, probablement ça existe, je ne sais pas, mais le système actuel des scientifiques de progression dans leur carrière font qu'ils ont des intérêts. C'est-à-dire, le scientifique, il est payé par quelqu'un et il est à un endroit particulier. Mais il y a des endroits où c'est quand même plus agréable de travailler pour un scientifique
plus confortable, plus rémunérateur. Il y a du prestige, il y a le fait d'être invité dans des conférences, d'être connu. Enfin, il y a quand même tout un tas d'intérêts qui sont humains et qui font que les chercheurs, ils vont essayer quand même s'ils s'intéressent vraiment au sujet, ils vont essayer d'être reconnus d'une façon ou d'une autre et de progresser. Ils ont intérêt à avoir plus de moyens pour pouvoir travailler sur ce sujet qui les intéresse vraiment beaucoup scientifiquement. Hein, on sent bien là qu'il y a quand même toute une dynamique qui fait que ils ont des intérêts qui sont en fait d'autres intérêts sont venus se greffer sur leur intérêt scientifique et donc ils rentrent dans le système. En plus, actuellement, le système fait que ils sont obligés de publier. Hein, donc voilà. Mais on pourrait imaginer, et je crois qu'il y avait une université qui avait fait ça à un moment donné, c'est de ne pas s'intéresser à la longueur de la liste des publications des titres des travaux, c'est de dire, donnez-moi vos 7 meilleures publications. Voilà. Et ce serait quand même assez facile à mettre en œuvre, hein, on pourrait imaginer. Ça prendrait beaucoup moins de temps. Pourquoi une idée aussi simple n'est pas mise en pratique? Elle supprimerait tout d'un coup tout un tas de recherches qui ne sert à rien, en fait. Il y a un gaspillage de recherche. Il y a le Lancet a publié des séries il y a 2 ans là-dessus pour démontrer qu'il y a le gaspillage en recherche. Il y a un gaspillage en recherche médicale en général, clinique en particulier, qui est invraisemblable. En France, on le voit juste avec la chloroquine, là, les dizaines d'essais qui ont été faits sur la chloroquine, c'est du gaspillage pur et simple. Et ce phénomène, il est très, très, très généralisé. Au lieu de se concentrer sur... Justement, si on avait une science plus ouverte, plus collaborative, alors que là, chacun mène son truc dans son coin, on aurait probablement, il y aura forcément d'autres défauts, hein, mais on éliminerait tout un tas de recherches qui ne servent à rien. Et si les universités et les hôpitaux disent donnez-moi vos 10 meilleurs publiés, le reste, je m'en fous, forcément, ça relèverait le niveau, hein, et puis ça éliminerait tout un tas de trucs qui ne servent à rien. J'ajouterais que la médecine, la santé n'est pas une exception, mais juste une modalité d'une règle générale. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des scientifiques de diverses disciplines, et ils disent la même chose, à peu près 90% dans une estimation conservatrice. Donc c'est pas dans une caricature, mais une estimation conservatrice. 90% des publications n'ont absolument aucun intérêt. Je vais lire une autre question de Nathalie. Comment renforcer l'obligation de transparence et d'accès aux données pour permettre une réanalyse? Donc c'est ça, c'est l'accès aux Clinical Study Reports. Le jour où l'Agence du médicament les mettra en accès, le jour où la FDA le fera. Donc après, ça va entraîner une concurrence là dans le bon sens, c'est-à-dire... Alors pour l'instant, l'Agence européenne du médicament, depuis son déménagement et puis après le Covid, là, la transparence est devenue 0 dans cette agence, donc ça va prendre du retard. Mais en tout cas, elle a promis de donner accès aux Clinical Study Reports. Donc en fait, ça, c'est déjà dans les règles, on n'en a pas encore vraiment vu le résultat, c'est déjà dans les tuyaux. Y a-t-il une autre question? Bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Je me garderai bien de conclure. Hein. Je ne savais pas que ce serait absolument incapable de le faire. Je dirais simplement qu'en référence à ma question initiale, à savoir quel crédit peut-on accorder aux essais cliniques, bon, la réponse a été complexe parce que la question est évidemment très, très large, mais si on veut la résumer, on dirait que tout de même, il ne faut pas leur faire trop confiance. C'est le moins qu'on puisse dire, et que la méfiance, en tout cas l'esprit d'examen et de règles, et l'esprit critique, bien entendu, pour examiner les données. Donc on va s'arrêter là. Je voudrais juste faire deux remarques avant de fermer le micro. Une remarque concernant les médecins, particulièrement, vrai pour les médecins de ma génération, c'est-à-dire qui ont fait leurs études dans les années 60-70, mais je crois qu'elle n'est pas entièrement fausse pour les médecins des générations suivantes. Nous sommes
à peu près totalement ignare en matière de pharmacologie. Et tu rappelais tout à l'heure que, grosso modo, le médicament prend une importance croissante, enfin, est vraiment un objet central de la pratique médicale. Seuls les médecins ont le droit de prescrire des médicaments, mais enfin, on peut dire que dans l'ensemble, les médecins ne savent pas ce qu'ils prescrivent. Et ils ne savent pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est qu'un médicament. Alors ça, c'est une réflexion de long terme, que la formation médicale intègre, entre autres disciplines, un peu plus de pharmacologie. Ça ne dit pas de faire des médecins, des pharmaciens, naturellement, ou des pharmacologues, mais en tout cas de les familiariser avec les mécanismes intimes des médicaments. Ça serait sans doute pas superflu. Et puis une deuxième remarque d'un tout autre ordre, et c'est une seconde remarque, ma dernière. Sur notre territoire, dans notre champ d'activité, dans notre champ de vision, il y a l'OMS. On n'en a pas du tout parlé, enfin, sauf pour rappeler, c'est ce que je faisais au tout début, que cette enquête, l'enquête du BMJ sur la grippe H1N1, qui était l'enquête qui portait essentiellement sur l'OMS, qui est un lieu de conflit d'intérêts, alors là, financier, directement financier. Tu as bien eu raison de rappeler que les conflits d'intérêts ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi intellectuels, personnels, sociaux, etc. Mais là, ce sont vraiment des conflits financiers. Le problème des préqualifications, par exemple le vaccin Rotazil contre le rotavirus dont je parlais brièvement tout à l'heure, a fait l'objet d'une sorte de concurrence, d'une intervention de Gavi et soutenue par l'OMS pour être éliminé, et qu'un autre vaccin approuvé par Gavi venant de Merck, je crois, hein, c'est ça, soit le remplace. Donc même l'essai était déjà en cours de route, que une pression, légitimée par l'OMS était exercée par un fabricant pour écarter un produit qui était dirigé par une organisation à but non lucratif pour être remplacé par un autre. Ça dit jusqu'à quel point l'OMS est quand même entre les mains, ou en tout cas partiellement entre les mains des grandes compagnies pharmaceutiques, et pas seulement pharmaceutiques d'ailleurs, il y a aussi la chimie, l'agro-industrie, donc ça fait quand même beaucoup d'influence qui s'exerce sur l'OMS, et on pourrait faire une autre réunion de ce type, sur le type quel crédit peut-on accorder aux prescriptions produites par l'OMS. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre conférence. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont eu le courage de venir jusqu'ici braver le Covid et la nuit. Et puis à tous ceux qui nous regardent, je dis bonsoir et à la prochaine conférence qui aura lieu en novembre. Bonsoir. Et merci aux interprètes. Et merci aux interprètes, absolument, bien sûr.